Mesdames, Messieurs, il m'a été demandé de vous parler de la protection de l'ours polaire. S'il vous plaît. Bon, si cela fait cette année 39 ans, je crois, que je m'occupe de protection de la vie sauvage, je ne suis certainement pas un expert de cette espèce, l'ours polaire, mais je vais essayer de vous en parler néanmoins. On a vu au travers des débats et des présentations qui ont précédé que, bien sûr, la protection de l'ours avait une dimension juridique. Je vais essayer de vous en donner quelques éléments fondamentaux, mais que très vite, on glissait sur des aspects techniques, puisque nous sommes déjà un peu opposés sur des chiffres qui étaient apparemment contradictoires selon les intervenants, et qu'il avait aussi une dimension économique, voire même politique immédiate. Dès qu'on parle de cette espèce, il est clair que ce sont des enjeux politiques qui se dessinent derrière. Et donc, sa protection, bien évidemment, devra prendre en compte la totalité de ces dimensions-là, ce qui en fait à la fois son intérêt, mais aussi sa complexité. Alors, j'avais un professeur d'histoire quand j'étais étudiant qui commençait son cours sur l'Angleterre en disant que l'Angleterre était une île entourée d'eau. Et quand on est étudiant, ça nous laisse un peu perplexe parce que je n'ai jamais vu d'île qui n'était pas entourée d'eau. Mais à y réfléchir au second degré, je dirais que une fois que nous avions compris qu'effectivement il y avait de l'eau autour de l'Angleterre, on avait compris toute son histoire. On avait compris pourquoi le Nelson qui a été mentionné tout à l'heure est devenu une figure historique, pourquoi l'Angleterre a développé son économie sur l'international, pourquoi elle a eu une marine qui a fait fureur, si je puis dire, au fil des siècles. Ben, c'est à peu près pareil de l'ours qui, d'un point de vue vernaculaire, est donc polaire, mais d'un point de vue scientifique, est maritimus. Et dès que vous comprenez que nous avons affaire à une espèce qui gravite autour d'un pôle, et plutôt que deux du reste, et qui écologiquement est directement et strictement inféodée à la glace marine, eh bien, vous avez déjà commencé votre cheminement, votre démarche, et toute sa protection va tourner autour de ce qui fait cette caractéristique de son aire de distribution actuelle, qui est restreinte, même si elle paraît étendue sur le globe. Du point de vue biogéographique, nous parlons bien de la région arctique, qui est quand même une région particulière, même si nous avons dérivé tout à l'heure jusqu'à l'Afrique. L'ours n'y est pas encore parvenu malgré le changement climatique. Nous parlons bien écologiquement de la glace marine, même si nous devons effectivement prendre en considération ce trait écologique avec un peu de flexibilité et considérer que l'ours ne fréquente pas que la partie glace marine de son aire de distribution. Et d'un point de vue politique, enfin, nous avons affaire, cela a été rappelé, à 5 pays accueillants, je dirais, qui ne sont pas les seuls concernés, nous le verrons, sur le terrain de la protection, mais qui accueillent la totalité des effectifs de cette espèce, donc le Canada, le Danemark, la Norvège, la Russie et les États-Unis. À cela s'ajoute le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce comme les autres. Il est clair que nous avons affaire à une seule espèce. Je crois que tous les scientifiques s'entendent à peu près sur ce terrain-là, quoique nous avons vu que des phénomènes d'hybridation pouvaient faire évoluer la systématique peut-être à l'avenir. Nous avons affaire en gros 20-25 000 individus, ce qui n'est pas si mal pour une espèce en termes d'effectifs. Nous avons vu que les 2/3 de ces effectifs étaient distribués au Canada. Cela nous a été rappelé tout à l'heure par M. l'ambassadeur. Et nous avons affaire, grosso modo, à une sous-population près, à 19 sous-populations discrètes, nous disent les scientifiques. Alors pourquoi sont-elles discrètes? Ce n'est pas parce qu'elles se cachent sous la banquise, c'est simplement parce qu'elles fonctionnent plus ou moins indépendamment les unes des autres. Et cela, en termes de protection, va déjà nous poser des problématiques particulières, parce que selon que l'on a affaire à une population et une seule dont tous les 25 000 individus fonctionnent ensemble, c'est-à-dire se reproduisent, se côtoient, voire se combattent, ou que nous avons affaire à 19 sous-populations du même nombre, bien évidemment qu'en termes de protection, les stratégies seront différentes et que nous devons avoir donc une vision un peu discriminante de la protection de l'ours à la lumière de l'existence de ces 19 ou 20 sous-populations d'ours polaires que nous connaissons. Alors voilà comment se présente l'aire de distribution de cette espèce. Des cartes semblables vous ont déjà été présentées précédemment, je ne vais pas m'y étendre. Là, tout de suite, parlons de son état de conservation. Nous avons vu à l'instant, à la faveur d'une question, que nous n'étions pas parfaitement d'accord sur l'état de ces sous-populations. Les chiffres que je vous donne, les éléments que je vous donne sur cet écran proviennent
du groupe de spécialistes de l'ours polaire de l'UICN, donc qui n'engage que, c'est pas moi qui suis allé compter les ours et vérifier l'état de conservation de chacune de ces populations. Je suis enclin à, en tous les cas, croire qu'aujourd'hui, il y a en gros 8 de ces sous-populations dont les effectifs sont en diminution, 3 considérées stables, une en augmentation et 7 pour lesquelles les données sont insuffisantes. Alors il faut ajouter à cela quand même que ces évaluations ne sont pas faites en continu et qu'elles procèdent d'un travail extrêmement complexe qui est fait généralement tous les 3 ou 5 ans et que la dernière en la matière qui a été faite par l'UICN remonte à l'année 2008. Donc il est clair que là encore, des évolutions se sont produites peut-être depuis ces dernières années qui ont pu changer à la marge, en tous les cas, la tendance de chacune de ces sous-populations que vous voyez là, donc par des couleurs différentes, matérialisées selon qu'elles sont en augmentation, stables, en diminution, ou selon que nous ne disposons pas, et cela va être un vrai problème, ou en tous les cas une question pour assurer la protection de l'espèce, de données suffisantes pour qualifier leur évolution. Voilà plus en détail, je vous fais grâce de tous ces chiffres, comment se répartissent donc ces 19 sous-populations, avec des estimations d'abondance qui sont données pour chacune d'elles. Ces chiffres, encore une fois, sont issus de publications officielles. Je me garderai bien de vous détailler de quelle façon on les a obtenus. Quoi qu'il en soit, ce sont les seuls chiffres dont nous disposons aujourd'hui pour considérer que cette espèce, du point de vue de l'UICN, vous connaissez sans doute cette organisation, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est considérée comme vulnérable. Alors vous avez un tableau en bas qui est extrait des lignes directrices de l'UICN montrant la typologie des espèces menacées selon le degré de cette menace. Vous voyez que le caractère de vulnérabilité se trouve en gros à la moitié de l'échelle de référence. L'espèce n'est pas encore éteinte, elle n'est pas éteinte à l'état sauvage, elle n'est pas considérée comme en danger critique d'extinction ni en danger, elle est simplement, dirais-je, menacée et vulnérable, selon des critères qui font référence plutôt à des effectifs. Donc là encore, il faudrait aller beaucoup plus en détail pour vous expliquer de quelle façon et à partir de quand on considère que des effectifs sont faibles, tout cela est bien conventionnel ou en diminution, qu'une aire de distribution est petite et fragmentée ou qu'elle ne l'est pas, ou qu'un risque est élevé d'extinction à l'état sauvage ou qu'il n'y ait pas. Le fait est que pour qu'une espèce soit considérée comme vulnérable par l'UICN, il faut qu'elle le remplisse, si je puis dire, ou qu'elle subisse l'une ou l'autre de ces évolutions, donc un petit nombre ou une tendance à la diminution, une aire d'occurrence ou d'occupation, c'est-à-dire une aire fréquentée à partant, je dirais, ou à temps plein par l'espèce qui soit petite et fragmentée. On a bien affaire là à une aire fragmentée pour le moins, puisque nous avons vu qu'il y avait 19 sous-populations, et puis il y a un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Je laisse au groupe de spécialistes de l'ours polaire le soin de déterminer si ce risque est élevé d'extinction ou s'il ne l'est pas. Le fait est qu'encore une fois, officiellement, l'espèce est considérée vulnérable et qu'elle est aussi protégée. Alors venons-en maintenant à l'état de sa protection d'un point de vue juridique. On peut faire référence à de très nombreux textes internationaux, depuis le plus universel, je dirais, la Convention sur la diversité biologique, ou le plus régional, pourquoi pas, la Convention de Berne sur la protection de la vie sauvage, où l'ensemble des espèces d'ours sont classées à l'annexe 2 comme soumis à une protection stricte. Mais disons que, d'une façon générale, on a tendance à se référer à ces textes-là quand on parle donc de protection juridique de l'ours. D'abord, cette convention dite de Washington, la CITES, à laquelle il a été fait allusion à plusieurs reprises, où l'ours polaire est classé dans l'annexe 2. Nous verrons ensuite ce que cela signifie. Un accord qui a été signé en 1973, vous le voyez, entre les 5 pays accueillant l'espèce. C'est l'accord dit d'Oslo sur la conservation de l'ours polaire. Nous reviendrons aussi un peu plus en détail sur ce que nous dit cet accord. Et puis, pour faire simple, 3 instruments bilatéraux, c'est-à-dire qui ont été signés entre 2 des États accueillant l'espèce, l'un en 1988 entre les États-Unis et le Canada, l'autre en 2009 entre le Canada et le Groenland, donc Danemark, et puis
le dernier en 2000, entre les États-Unis et la Russie. Bon, voilà, si vous voulez, en gros, comment se présente aujourd'hui le droit international, nonobstant le fait, encore une fois, qu'il y a d'autres instruments qu'on pourrait examiner et qui, d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, peuvent avoir une incidence sur certains usages ou activités liées à l'ours polaire. Alors, que nous dit l'accord de Sceaux de 1973 ? D'abord, il fixe un principe de protection, mais une protection qui est relative. Disons que les 5 États sont accordés pour dire, article 1, il est interdit de chasser, de tuer et de capturer l'ours polaire, ce qui, d'un point de vue politique, est assez porteur, hein, ça fait propre. Nous verrons par la suite qu'il y a quand même quelques, non pas dérogations, mais quelques dispositions qui modulent un peu, qui relativisent cette protection, laquelle concerne également, selon cet instrument, les écosystèmes, en particulier, nous dit le texte, les zones de tanière, d'alimentation et de migration. Et puis enfin, la gestion des populations au moyen des pratiques de conservation et des connaissances scientifiques les meilleures. C'est-à-dire qu'on se donne là un accord de volonté, pour reprendre un terme juridique, entre des gouvernements qui mobilisent finalement la totalité des effectifs d'ours polaires sur la planète pour essayer de gérer au mieux les populations en préservant les écosystèmes et en interdisant en principe donc tout acte qui est susceptible d'en modifier les effectifs. Pour autant, l'article 3 immédiatement dispose que des autorisations de prélèvement peuvent être accordées en adaptation, je dirais, en accompagnement à ce principe de protection pour un certain nombre de raisons. D'abord pour des questions de recherche scientifique, et l'on sait qu'effectivement de tels travaux peuvent nécessiter la capture d'individus, à des fins de conservation également, nous dit le texte, afin de prévenir toute perturbation significative sur la gestion des autres ressources vivantes, pour l'exercice des droits traditionnels, et c'est principalement dans le cadre de cette application-là que finalement, aujourd'hui, les prélèvements d'ours bruns se font dans le respect de ce dispositif de 1973 et en dépit du fait que le dispositif prévoit donc une mesure de protection de l'espèce et en tout lieu où des prélèvements ont été ou ont pu être effectués dans le passé. Bon, bien sûr, il y a certaines conditions que prévoit le traité dans lesquelles ces prélèvements peuvent se faire. On ne doit pas utiliser d'avions, on ne peut pas utiliser des gros navires à moteur, sauf disposition nationale contraire. Cela nous laisse encore une possibilité de déroger en quelque sorte à cette règle et au titre de l'article 4, de prévoir que dans certaines parties de l'aire de distribution, pour des raisons anciennes, culturelles, traditionnelles, etc., on peut être amené à utiliser certaines embarcations, etc. Et donc de ne pas commercialiser les peaux et autres produits de valeur d'ours polaires en cas de prélèvement à des fins de conservation ou lorsque le prélèvement est destiné à prévenir une perturbation. Donc immédiatement, le réflexe du juriste face à cela, c'est de dire qu'à contrario, sauf si le prélèvement est à des fins de conservation ou destiné à résoudre un problème de perturbation, dans tous les autres cas, bien évidemment, le commerce des peaux et de tout produit dérivé de l'ours polaire peut être fait, assuré de façon réglementaire. Voilà, pour faire simple, si vous voulez, ce que contient l'accord de 1973. Maintenant, la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées dispose que l'espèce est donc soumise à un régime particulier lorsque, sous toutes ses formes, elle est exportée, importée ou réexportée. Il y a un principe d'autorisation qui doit être accordé par l'État en cause, c'est-à-dire l'État où l'activité est réalisée, que cette activité soit à des fins commerciales ou non, du reste, et cela après toutefois qu'une autorité scientifique se soit prononcée pour attester que cette exportation, cette importation ou cette réexportation ne porte pas préjudice à l'espèce. Voilà ce que nous dit la Convention de Washington. Alors, nous y avons, je crois, fait allusion tout à l'heure, c'est monsieur l'ambassadeur, il me semble, qui a parlé du classement à l'annexe 1 qui avait été proposé par les États-Unis lors de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention de Washington en 2010. Le souhait de cette proposition qui avait été rejetée était donc d'inscrire l'ours polaire sur l'annexe 1, et l'annexe 1 fixe un régime plus strict d'interdiction absolue du commerce international ou
en tous les cas de la circulation au niveau international de l'espèce, sauf dérogation. Donc nous passerions d'un régime d'autorisation conditionnée à un régime d'interdiction, sauf dérogation en quelque sorte. De nouveau, cette proposition a été proposée pour être inscrite à la prochaine réunion de la conférence des parties qui se tiendra en mars 2013, au motif que l'espèce répond aux critères de classement. Nous avons vu, mon collègue précédent a conclu sa présentation en considérant que l'espèce ne remplissait pas les critères pour être figurés à l'annexe 1 du traité. Nous verrons ce que les parties contractantes, c'est-à-dire ce que les gouvernements décideront, puisqu'il leur appartiendra de prendre la décision sur la base des arguments scientifiques qui leur seront présentés. Disons que le débat est ouvert et on voit à l'occasion que la question de la protection de l'espèce est sujet à controverse déjà à ce plan-là de son commerce. Faut-il en interdire par principe l'exercice au niveau international, ou faut-il le contenir dans un régime d'autorisation préalable? Bien, ça sera aux États parties d'en décider. Donc les espèces classées à l'annexe 1 de la Convention CITES, ce sont celles qui sont menacées d'extinction. Les activités qui sont en principe interdites, ce sont donc l'exportation, l'importation et la réexportation, sauf, nous dit le texte, dans 2 cas dérogatoires qui sont liés à la circulation des objets anciens avant l'adoption du statut, ou lorsque les animaux sont issus d'élevage agréé, et bien évidemment porteurs de certificats ou de preuves attestant de leur origine, qui ne laissent aucun doute justement sur leur caractère, leur caractère d'élevage. Donc actuellement, je ne vais pas développer ces transparents outre mesure, mais il y a 3 critères qui sont appliqués par les parties contractantes à la Convention de Washington pour décider d'un classement à l'annexe 1. Le premier est lié à la population sauvage, qui est soit petite et répond à l'une des caractéristiques suivantes. Vous voyez, je ne vais pas revenir en détail, mais un déclin observé, une sous-population très petite, des individus concentrés localement, des fluctuations importantes, etc., etc. Bon an, mal an, une grande vulnérabilité à tout facteur, que ce soit des facteurs intrinsèques à l'espèce ou extérieurs. Ça, c'est le premier ensemble de critères, donc il y a la population sauvage. Le deuxième est lié à son aire de répartition, qui, par nature, doit être restreinte, et qui, lorsqu'elle est fragmentée, ou lorsqu'elle a subi récemment des fluctuations importantes, ou lorsque, vous le voyez, l'aire de répartition, la superficie de l'habitat, etc., sont observées, peut être classée, ça n'est pas non plus une obligation, mais peut être classée par les États en annexe 1. Et un troisième groupe de critères qui porte sur le déclin passé ou présent de la population, assorti d'un certain nombre de caractéristiques que vous voyez encore là, notamment le déclin du recrutement, c'est-à-dire la baisse de la reproduction en fait des naissances, et encore une fois des références donc à la qualité, à l'étendue de l'habitat, au niveau et au mode d'exploitation, la chasse en particulier bien évidemment, tout prélèvement, etc., etc. Bon. À cela s'ajoute donc, nonobstant là aussi la réglementation communautaire, parce qu'au niveau de nos pays européens, il y a un règlement communautaire qui est régulièrement mis à jour et qui transpose en quelque sorte en droit communautaire les dispositions de la Convention de Washington, lesquelles dispositions sont ensuite transposées en droit interne. Et bien, nous avons aussi toute une série de réglementations nationales donc, qui sont propres aux pays, non seulement d'accueil de l'espèce, mais aux pays sur le territoire desquels peuvent transiter des individus de cette espèce sous toutes leurs formes, que ce soit sous la peau dont nous parlions tout à l'heure, la griffe, la dent, les os, la viande, etc. Alors, il faut savoir que ces réglementations nationales donc, varient pour être absolues dans certains pays. Par exemple, en Norvège, la protection est absolue, sauf en cas de légitime défense, nous disent les textes, c'est-à-dire que le gouvernement norvégien admet que lorsqu'il y a un danger de cette nature, eh bien, ma foi, on peut quand même avoir à éliminer un individu d'ours polaire. Ce ne sont que quelques exemples. Les États-Unis, sauf, nous disent les textes américains, pour la recherche, la subsistance ou la capture accidentelle.
Ce régime de protection plus ou moins absolu peut être partiel. Par exemple, au Danemark, les textes incluent un dispositif territorial, c'est-à-dire que le régime de protection de l'ours polaire varie selon la partie du territoire où l'on se situe. Et puis enfin, des protections plus relatives, comme celles pratiquées par le Canada, où des systèmes de quotas fixent chaque année la quantité de spécimens qui peuvent être prélevés dans la nature, ou en Russie, où là nous avons une réglementation très complexe au niveau régional, et non pas au niveau fédéral, qui varie vraiment d'une région à l'autre. Donc vous le voyez, parler de protection au singulier de l'ours polaire nous conduit immédiatement quand même à évoquer un faisceau d'instruments, au moins à caractère juridique, éminemment complexe, et je vous ferai grâce de le développer plus en détail. Le fait est que je pense qu'on peut s'accorder quand même sur l'existence d'un certain nombre de pressions directes et significatives, on l'a vu, liées à la chasse. Je ne me prononce pas sur le niveau des prélèvements qui, de mémoire, doit être de l'ordre de... J'ai le chiffre quelque part, mais c'est de l'ordre de 800 ours par an. Alors 800 ours par an sur une population de 25 000 individus, ça fait du 3%. Donc a priori, globalement, ça paraît assez compatible avec le taux de reproduction naturelle de l'espèce. Néanmoins, ayons en mémoire qu'on ne peut pas globaliser les choses comme cela, parce que certaines sous-populations sont beaucoup plus en danger que d'autres, et l'état de conservation, nous l'avons vu précédemment, de l'espèce varie d'une sous-population à l'autre. Donc ce qui est peut-être possible dans certaines sous-populations l'est sans doute beaucoup moins dans d'autres, dont le statut est défavorable ou déclinant. De la même façon, l'espèce subit un certain nombre d'activités de commerce qui sont tout à fait légales. Par exemple, selon les statistiques de la CITES, il y aurait en gros 7000 articles d'ours polaires qui ont été exportés au cours des 10 dernières années. Bon, ça fait 700 par an, et sous toutes leurs formes, encore une fois, jusqu'à, j'ai lu ça dans les tableaux statistiques, 50 grammes de poils d'ours qu'on a retrouvé, qu'on a autorisé à l'exportation un jour au cours de cette période. Bon, ça peut être un ours entier, ça peut être encore une fois une vésicule biliaire pour ceux qui en sont fervents, ou d'autres parties de l'individu. À cela s'ajoutent bien sûr des activités malheureusement de commerce illégal, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, un peu plus de 500 objets ont été saisis représentant tout ou partie d'ours polaires dans le monde. Bon, ça ne porte pas non plus sur des quantités absolument astronomiques, de même que les prélèvements illicites, qui parlent de nature illicite, bien évidemment, sont méconnus, mais constituent aux alentours de quelques centaines d'individus par an, à rajouter aux 800 prélevés officiellement par la chasse chaque année. Et puis il y a bien évidemment, on y a fait allusion aussi, des pressions directes qui sont liées à toute forme de perturbation. Vous lisez dans la littérature des travaux intéressants, par exemple, sur les conséquences de certaines formes de tourisme, y compris du tourisme qui se prétend écologique, vert et nature. Nous avons entendu tout à l'heure aussi citer la question de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières et des ressources gazeuses. Nous y reviendrons, mais c'est sans doute là une problématique particulièrement importante qui... autant d'activités peuvent avoir pour effet, en tous les cas, de perturber l'ours dans son écologie, dans son éthologie, mais aussi d'accroître les risques d'occurrence et de rencontre avec l'homme, et donc parallèlement, corrélativement, le risque de conflit. Des menaces indirectes également, la pêche commerciale. Des scientifiques se sont émus il y a quelques mois de la tournure que prenait la pêche commerciale dans cette partie-là du monde, en Arctique, et ont donc même exprimé le souhait qu'un accord cadre soit adopté par les pays en matière de pêche pour limiter le prélèvement des poissons. Mais me direz-vous, le poisson, l'ours, il n'y a pas une relation absolument directe, certes, mais tout au long de la chaîne trophique, c'est évident que l'effort des activités halieutiques n'est pas sans conséquence sur l'abondance, par exemple, des phoques ou des mammifères marins qui constituent l'essentiel du régime alimentaire de cette espèce, ou même sur l'ours lui-même qui ne répugne pas, le cas échéant, à manger aussi du poisson. Les pollutions, celles qui sont liées donc aux activités socio-économiques auxquelles j'ai fait allusion précédemment, le risque de pollution est quand même élevé
s'agissant des activités d'exploration et d'exploitation minière et de gaz dans ces régions. Nous avons affaire à des gisements qui sont assez peu accessibles, qui ne peuvent être exploités que dans des conditions techniques extrêmement délicates. Et donc, tout cela crée un faisceau d'éléments qui augmentent d'autant le risque de pollution, notamment par hydrocarbures, avec les conséquences que ça peut avoir, bien sûr, sur l'espèce. Les ressources trophiques, je viens d'en parler. Les conflits hommes-ours, je les ai cités aussi précédemment. Le conflit interspécifique, nous avons eu quelques exemples de conflits qui se terminaient bien pour eux, d'une certaine façon, puisqu'on a vu qu'il y avait des hybridations entre l'ours brun et l'ours polaire. Mais d'un point de vue scientifique, je m'interroge quand même sur l'intérêt d'arriver à de telles situations. Il est clair que, nous le verrons, la diminution de la glace marine et bien sûr ses origines n'est pas sans effet non plus sur le comportement de l'ours polaire, pas plus que sur le comportement de l'ours brun qui vient du sud. Et si nous l'avons vu, cela a été cité tout à l'heure, l'ours brun peut aller vers le nord. Il est constaté scientifiquement que l'ours polaire, de plus en plus, suit des corridors et des déplacements migratoires qui l'amènent à fréquenter le sud. Moi-même étais en Alaska il y a 2 ans et pas tout à fait au nord, et dans une région où une femelle d'ours polaire avec 2 jeunes se trouvait là en plein mois de juillet, ce qui était complètement incongru et dans un habitat qui était optimal pour l'ours brun, mais certainement pas pour l'ours polaire. Mais de toutes ces menaces indirecte et inquiétante, il en est une peut-être qui est encore plus inquiétante que les autres, c'est bien l'évolution récente de ce qu'on appelle la glace marine, et c'est par là que j'avais commencé, donc, qui est l'habitat préférentiel, même s'il n'est pas exclusif de l'espèce, et qui sur le long terme diminue tendanciellement. Vous avez là un graphe qui vous montre donc au fil de l'année comment évolue cette étendue de glace marine dans l'océan Arctique. Ces chiffres sont tirés de publications officielles du Programme mondial de suivi des changements climatiques dans l'Arctique. Et vous voyez que le trait bleu, par exemple, montre l'évolution de l'étendue de cette glace au cours de l'année 2012, comparée à l'année 2007, qui est réputée, selon les climatologues, comme l'année la pire que nous ayons vécue en la matière au cours des dernières décennies. Eh bien, nous constatons encore qu'il y a une baisse tendancielle plus forte et de plus en plus forte de l'étendue de cette glace marine d'une année sur l'autre, et en particulier cette année 2012. Nous allons voir cela sous une forme différente. Vous avez là la moyenne mensuelle de l'étendue de la glace marine dans l'océan Arctique depuis 1979 jusqu'à 2007. J'aurais pu prendre d'autres graphes, mais vous voyez bien que la droite de régression est quand même plutôt orientée vers le bas, ce qui ne lasse pas d'inquiéter quand on sait l'importance de cet habitat pour l'espèce que nous évoquons. Voilà une série de cartes qui sont là aussi extraits de sites officiels, nous montrant comment la glace marine a évolué au cours des dernières années. Vous voyez l'année 2007 à laquelle je faisais allusion à l'instant, qui a été l'année considérée par la pire comme les climatologues. Nous avons au fil des années une tendance à la réduction quand même de la surface couverte par cette glace marine, non seulement annuellement, je dirais, mais à la saison également, puisque là vous avez pour une même année, c'est l'année 2011, l'évolution de cette surface entre le mois de mars et le mois de septembre. Il faut bien considérer que c'est en septembre que se jouent beaucoup de choses, puisque c'est à ce moment-là que la glace est la plus restreinte, donc l'habitat de l'ours est le plus critique, et c'est là aussi où, pour des raisons métaboliques, il a besoin de consommer beaucoup pour préparer l'hiver. Voilà la carte que j'ai téléchargée il y a 2 jours sur le site de ce programme international, qui vous donne une vue de ce à quoi ressemblait, il y a 2 jours, l'étendue actuelle de la glace marine dans l'océan Arctique. Et je ne sais pas si j'ai un... Non, malheureusement. Si l'on comparait l'état actuel de la glace marine en octobre 2012 à celle qu'elle avait en octobre 2007, on s'apercevrait qu'on n'est pas très loin de la même situation, avec encore une fois une baisse tendancielle très significative qui paraît quand même incontestable, puisque
pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne annuelle, entre les années 79 à 2000, la glace marine occupait 6,7 millions de kilomètres carrés. Sur le 16 septembre 2012, selon les statistiques officielles, elle n'en occupait que 3,41. Donc on a quand même une différence de superficie de l'ordre de 50%. Hein, et depuis 1979, on considère qu'en gros, c'est 30% de la superficie de cette glace marine qui a disparu donc au cours des dernières décennies, au cours des 30 dernières années. C'est assez considérable de voir l'aire de distribution comme ça d'une espèce qui déjà est soumise à pas mal d'autres pressions, se restreindre comme peau de chagrin pour ne représenter aujourd'hui que 30% de ce qu'elle était en 1979, et nous disent certains scientifiques alarmistes, avec la perspective qu'elle puisse disparaître en totalité d'ici l'année 2100. Bon, je leur laisse la responsabilité de ces perspectives, mais enfin, c'est ce qu'on lit, ou en tous les cas, ce que l'on entend de plus en plus fréquemment, et les travaux du GIEC ne nous le demandent pas non plus, tant par l'effet conjugué de l'augmentation de la température que la diminution de l'enneigement, qui favorise aussi les phénomènes d'albédo et qui conduit à accélérer en quelque sorte, ou à accentuer encore ce phénomène de régression de la glace marine. Donc tout ça, pour en revenir plus précisément au sujet, vous voyez que parler de protection de l'ours, ça ne peut pas se résumer à réduire les quotas ou à lutter contre le braconnage ou à publier un guide de bonne conduite d'une société touristique qui organise des voyages pour l'observer de temps à autre. Cela nécessite bien évidemment toute une autre conception de la protection de cette espèce qui fait passer de la protection de l'espèce proprement dit d'abord à celle de ses habitats et qui, à la faveur d'une part de ces changements globaux que je viens d'évoquer, le changement climatique, mais aussi de ces nouvelles activités socio-économiques qui ont tendance à se développer dans cette aire de distribution, bien évidemment, nous conduit à imaginer, à construire des modèles originaux, nouveaux, innovants de protection si véritablement on veut faire quelque chose d'utile pour cette espèce. Alors bien sûr que l'on peut réduire de façon différentielle selon l'état de conservation des sous-populations, les quotas réservés à la chasse chaque année. Ça peut ne pas faire de mal. Bien sûr qu'on peut veiller à une interdiction stricte du commerce international de l'espèce en classant l'ours en annexe 1. Je ne crois pas que ça lui fasse non plus du mal au statut de cette espèce. Bien sûr qu'on peut accroître les mesures de lutte contre les activités illégales. Le braconnage n'a jamais été un facteur de développement d'une espèce, à ma connaissance. Bien sûr qu'on peut améliorer aussi les protocoles d'études et de recherche qui parfois génèrent aussi quelques dégâts sur cette espèce. Bien sûr qu'on peut interdire de façon généralisée le nourrissage, ce qui n'est pas fait actuellement de partout, qu'on peut s'efforcer de réduire les perturbations puis sensibiliser les acteurs, mais vous admettrez quand même que ça paraît, à la lumière de ces évolutions, plus important d'agir sur les habitats plutôt que sur les espèces, et donc d'avoir une vision quand même assez systémique de cette protection qui prend en compte non seulement l'habitat de l'ours, mais l'habitat de l'ensemble du système dans lequel il évolue, hein, ce qui est censé représenter donc ce schéma un peu complexe, où vous voyez apparaître aussi bien des invertébrés que des grands mammifères, et puis tout en haut, l'ours qui se trouve au sommet de la chaîne trophique. Renforcer le réseau des aires marines protégées, comme on le voit souvent évoqué, ça ne fera pas de mal, mais il faut rester lucide. Compte tenu des enjeux socio-économiques et politiques que représente cette région-là, nous n'arriverons jamais, il me semble en tous les cas, à créer un réseau des aires marines protégées qui protège suffisamment, et quel intérêt aurait-il, par quelle voie pourrait-il protéger contre l'évolution de certains phénomènes type changement global. Alors, le texte, le traité de 73, vous vous souvenez tout à l'heure, parlait d'accorder une priorité aux zones de reproduction, d'alimentation, etc. On peut effectivement imaginer de conforter en quelque sorte le réseau très étendu déjà des aires marines protégées existantes ou des zones côtières existantes créées dans cette région du monde, remplir parfaitement les obligations et les engagements des États pris au titre de la Convention sur la biodiversité, favoriser des mesures de protection sur les zones de reproduction, d'hivernage, d'alimentation ou sur les axes migratoires. Néanmoins, je crains que si l'on ne prend pas en charge véritablement la question capitale des eaux internationales et de ce qui s'y passe ou de ce qui va s'y passer dans l'avenir,
eh bien, ma foi, on n'aura fait qu'une partie du chemin et on risque d'obtenir des résultats qui seront quand même relativement décevants ou mitigés par rapport à l'enjeu du problème. Parce qu'il me semble que c'est bien de cela qu'il s'agit. D'abord, du point de vue maritime, de conforter, que chaque pays conforte dans ses eaux territoriales et dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire les 12 000 marins qui sont créés au front de ces eaux territoriales, eh bien, une réglementation qui prenne en charge ces activités dont les effets délétères peuvent contribuer à polluer, à dégrader ou en tous les cas, à faire disparaître progressivement ce système. Et puis au niveau marin, eh bien là, la démarche, elle est plus ambitieuse, elle est peut-être plus utopique, mais elle a déjà réussi, par exemple, en matière de protection de l'Antarctique, c'est-à-dire s'orienter vers un dispositif cadre qui véritablement prenne l'ensemble de ces problématiques en charge et qui, le cas échéant, par voie de protocole comme cela existe, encore une fois, pour l'Antarctique, eh bien, impose, non pas seulement aux 5 pays qui ont cette responsabilité. Vous vous souvenez de ce que, dans un autre débat qui était encore beaucoup plus grave, celui du sang contaminé, ce que Chevènement avait dit, notre ministre de la Recherche à l'époque, c'était M. Fabius, je crois, qui était Premier ministre, il avait dit responsable mais pas coupable. Ben là, c'est la même chose, il ne faut pas se tromper non plus de cible. Si les 5 pays qui accueillent aujourd'hui la totalité des effectifs d'ours sont responsables de la conservation de cette espèce, je trouverais un petit peu limité et décevant qu'ils en soient aussi tenus pour les seuls coupables, si je puis dire. Parce que les turpitudes qui viennent des pays voisins par voie atmosphérique ou par la circulation marine ont au moins autant d'effets que les prélèvements cynégétiques qui peuvent s'opérer sur le territoire de ces pays-là. Hein, qu'ils viennent de l'Asie ou qu'ils viennent, je ne veux pas citer de pays, mais il est clair que la protection de l'Arctique dépasse très largement les seules compétences juridiques, les seuls engagements politiques des 5 pays que nous avons cités précédemment, et que cela doit interpeller l'ensemble des pays qui, directement ou indirectement, ont une part de l'évolution des choses, si je puis dire. Et cette évolution des choses, elle se traduit sur 2,8 millions de kilomètres carrés, où des pays parfois fort éloignés de ce territoire viennent y pêcher, ou laissent déverser, ou en tous les cas circuler par voie aérienne ou par voie océanique des produits polluants, des matières qui ne sont pas en faveur de la protection de cet écosystème. Ça, c'est le projet de traité réglementant la pêche dans l'océan Arctique dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui avait été élaboré par les scientifiques du monde entier. Moi, je dirais que résoudre la question halieutique, c'est intéressant, mais ça ne représentera qu'une partie de la problématique d'ensemble. Encore une fois, la pêche, c'est une chose, même si cela a des effets, bien évidemment, directs et significatifs sur l'ours polaire, le débat dépasse très largement la seule problématique des pêches. Hein, et je dirais que sans une approche globale qui, encore une fois, associe tous les pays, y compris ceux qui sont hors de l'ère de distribution actuelle de l'espèce, sans prendre en compte l'ensemble des activités socio-économiques qui peuvent avoir des effets négatifs délétères sur cette espèce, que ce soit la pêche, l'exploitation, l'exploration minière et gazière, les activités touristiques ou peut-être encore d'autres, et sans véritablement intégrer cette démarche dans une gestion des changements globaux. Bon, on peut faire des petits pas, hein, on dansera le tango, mais on n'aura pas nécessairement une incidence significative sur le devenir de l'espèce et de ses populations. Cela exige véritablement une réduction des gaz à effet de serre, gaz carbonique ou méthane en particulier, hein, puisqu'ils représentent en gros 80% de la production des gaz à effet de serre, la composition des gaz à effet de serre, pardon, et puis sans des mesures d'atténuation, j'ai entendu le mot précédemment, aussi des changements climatiques dont nous sommes tous, bien évidemment, à la fois responsables et coupables. Alors en conclusion, je dirais que parler de la protection de l'ours, eh bien cela conduit quand même à faire référence à des prédictions scientifiques qui sont plutôt défavorables. Même si on peut se débattre sur le niveau de la gravité de la situation, que ce soit au plan de la dynamique de l'ère de distribution de l'espèce, que ce soit au plan même de l'abondance des effectifs. Non pas encore une fois l'abondance globale, mais l'abondance
pour chacune des sous-populations que nous avons évoquées précédemment, que ce soit à travers l'évolution objective au sens scientifique, c'est un fait de la glace marine, il y a quand même matière à s'inquiéter sur ces évolutions. Un deuxième point qui est fondamental, à la fois pour le jury s'il veut faire quelque chose d'utile, mais aussi pour le biologiste, c'est qu'une grande part de la vulnérabilité de cette espèce repose sur la fragmentation de sa population et de ses habitats. Et parlant de fragmentation des populations et des habitats, nous savons de quoi nous parlons en Europe. On considère qu'au niveau de l'Europe communautaire, c'est le facteur, bien évidemment, prioritaire de dégradation de la diversité biologique sur notre territoire européen. Mais là également, cette fragmentation ne lasse pas d'inquiéter. Alors j'ai entendu parler d'adaptabilité relative de l'espèce. Oui, sans doute. On a même vu que l'espèce pouvait se reproduire avec des individus d'une autre espèce. Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit? Est-ce bien ce vers quoi nous souhaitons parvenir, que finalement on ait une adaptabilité telle de l'espèce qu'elle finisse par, d'un point de vue génétique, disparaître ou se raréfier? Je ne pense pas que ça soit un objectif, l'objectif ambitieux qu'il faille se fixer. Nous avons quand même le devoir de protéger l'espèce dans toute sa pureté génétique, dans toute son identité, et nous ne pouvons nous satisfaire précisément de constater que cette identité génétique peut, à la faveur d'évolutions globales, être altérée progressivement. Une chose certaine aussi, nous le voyons bien dans les débats que nous avons sur les chiffres, c'est que nous ne sommes pas vraiment d'accord sur ce qui se passe et qu'il y a un effort de recherche à poursuivre, à conforter, même si dans certains secteurs, nous l'avons vu avec le Nunavut tout à l'heure, nous avons une gestion relativement fine des choses. Il est des pans entiers de l'océan Arctique qui ne sont pas suivis aujourd'hui. Et même quand je vous cite des travaux du groupe de spécialistes de l'ours polaire, vous voyez bien que ces évaluations datent déjà de quelques années et qu'elles mériteraient d'être revues. On considère aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 11 des 19 sous-populations qui n'ont pas été évaluées depuis 10 ans. Donc ce n'est pas normal, on devrait disposer d'un matériel scientifique qui nous renseigne de façon un peu plus réelle et objective et continue sur l'évolution de ces populations. Donc cela nous impose nécessairement d'agir bien sûr sur toutes les sources anthropiques, parmi lesquelles le prélèvement synégétique peut se singulariser. Mais ne réduisons pas quand même la problématique générale à cet aspect-là, et cela nous conduit bien évidemment. C'est très général, j'en ai le sentiment, c'est une responsabilité c'est un impératif kantien, comme on pourrait le qualifier, à adapter nos modes de production et de consommation, mais je ne vois pas d'autre solution de s'en sortir, sinon par des doses homéopathiques, propres à, encore une fois, des approches sectorielles qui n'auront pas beaucoup d'incidence sur le devenir à long terme de l'espèce. Voilà, je vous remercie.